La révolution numérique a pris une autre dimension au début du XXIe siècle, où, pour reprendre le mot de Georges Lévy, l'être humain est devenu Dieu, en inventant le smartphone et les objets connectés, lui donnant ainsi l'impression de dominer le monde, de se dominer lui-même et de toucher à l'immortalité. Alors le numérique a-t-il annihilé ou à l'inverse sublimé nos émotions, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'autre ? Comment a-t-il profondément modifié les rapports sociaux jusqu'à changer la perception du moi dans la société? Pour évoquer ce vaste sujet, il nous fallait l'éclairage d'un philosophe, et c'est avec un grand plaisir que je vous demande d'accueillir et d'applaudir Raphaël Enthoven. La nuit je mens, je prends des trains à travers Bienvenue. la plaine. Pardonnez-moi pour les feuilles, hein, je me sers de ça depuis toujours et c'est un support qui fonctionne très bien. Juste avant d'en venir au vif du sujet, puisque c'est ce dont on doit parler, Absolument. un point sur Star Wars, vous vous souvenez tous du début quand même. Il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Autrement dit, l'éloignement de Star Wars est double. Il est temporel et géographique, mais il est aussi temporel. Star Wars, c'est le passé, c'est un film sur la chevalerie. De fait, le succès bien mérité du dernier opus, mais ça on pourrait en parler, le succès bien mérité du dernier opus vient aussi du fait, je l'imagine, j'espère que vous serez d'accord, vient aussi du fait qu'on a dénumérisé le film. Et que les préquels, hein, qui étaient apparus après les trois premiers, après les 4, 5, 6, les préquels c'était un bombardement numérique. Et la prouesse technologique, disons, le plaisir de Star Wars était un peu soluble dans la prouesse technologique. Alors que là, le dernier revient à une forme de grain, de râpeux, qui est plus profondément, à mon avis, conforme à l'ADN d'une heptalogie qui elle-même est ancienne, vintage. Star Wars, c'est pas l'avenir. On pourra en reparler. Moi, je viens partager avec vous l'émerveillement que m'inspire une prédiction qui date de 1882. Et je voudrais votre attention. Écoutez ça, c'est extraordinaire, ça tient en 2 lignes. En 1882, Friedrich Nietzsche a dit « Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. » Bon, il a dit ça en 1882. La citation n'est pas apocryphe, elle est dans les fragments. C'est une citation véritable. Je la redonne. Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. Et alors, la question que je me pose, en fait, et que je voulais partager avec vous, c'est la question de savoir comment il en est venu à une prédiction aussi stupéfiante. Et quand on travaille un peu les textes et qu'on essaie de comprendre comment Nietzsche en vient à prédire un truc aussi incroyablement pertinent, eh bien, on déchante un peu. Et c'est ça qui est intéressant. Quel est le diagnostic de Nietzsche ? Le diagnostic de Nietzsche, d'abord, il faut savoir que Nietzsche était technophobe, totalement technophobe. Il n'aimait que la lenteur, ses contemporains se déplaçaient à cheval, les lettres mettaient des semaines à atteindre leur destinataire, un peu comme si on écrivait à l'autre bout de la galaxie. Et pourtant, c'est cet homme-là qui en est venu à penser que les hommes construiraient un jour un réseau de communication tellement puissant qu'il enjamberait les frontières. Alors, à l'origine de cette prédiction se trouve chez Nietzsche une critique de l'idée même de connaissance. Quelle est la thèse de Nietzsche ? La thèse de Nietzsche est de dire que depuis toujours, l'homme veut connaître, bien sûr. Il veut connaître le monde qui l'entoure. Mais au lieu de participer au concert de célébration de la connaissance, au lieu de célébrer à l'unisson d'une humanité triomphante la connaissance en marche, Nietzsche est celui qui dit, tiens c'est drôle ça, Nietzsche est celui qui dit que la première chose à dire de la connaissance, c'est que c'est la peur qui nous en donne l'instinct et qui nous en donne le goût. Le désir de connaître ne vient pas de la curiosité qu'on peut avoir pour autrui ou pour le monde. Le désir de connaître, aux yeux de Nietzsche, vient d'abord de la peur de l'inconnu. C'est parce qu'on a peur de l'inconnu qu'on essaie de connaître. Et de fait, quand on connaît, qu'est-ce qu'on fait ? On se rend un phénomène familier. On l'inscrit dans un cadre, dans un système, sous l'égide d'un concept, dans une théorie, quelque part. On se rassure en le connaissant. De sorte que connaître, c'est d'abord récuser l'inconnu. C'est conjurer l'inconnu. C'est s'en méfier. C'est le mettre de côté. Nietzsche compare la connaissance à la digestion. Enfin, c'est de l'avantage, on est dispensé d'un dessin, mais la réduction d'éléments disparates en éléments homogènes.
Voilà ce que c'est que l'activité de connaître. Et la conscience et le langage, dit Nietzsche, sont l'expression de cette peur de l'inconnu. L'homme n'a conscience de lui-même que parce qu'il a peur de mourir et parce qu'il a peur que l'inconnu lui nuise. L'homme n'a produit le langage, c'est-à-dire cet outil de pétrification du réel qui fait qu'avec un seul mot, on désigne des réalités multiples. Vous ne pouvez pas désigner le réel avec le langage. Si je vous dis table, ça désigne ça désigne des tas d'objets. Si je dis chaise, ça désigne des tas d'objets disparates. Les mots sont généraux, les réalités sont singulières. Qui prétend par les mots saisir le réel se donne des moufles pour attraper de la toile d'araignée. Ça ne marche pas. Le langage a été conçu précisément, non pas pour saisir le monde, mais pour nous en éloigner. Et la grande thèse de Nietzsche, c'est que nous sommes séparés du monde par les moyens qu'on s'est donnés de le connaître. De sorte que c'est à l'origine la peur de l'autre qui nous a portés à connaître, et la peur de l'autre a produit des outils comme le langage, comme la conscience. Et ces outils sont parachevés et mondialisés par la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de communiquer, c'est-à-dire de créer des ponts avec nos semblables. Et de fait, qu'est-ce qui se passe sur Internet ? Qu'est-ce qu'on cherche en premier sur Internet? Non pas la différence. Ou alors la différence qu'on recherche est une différence par rapport à moi. C'est le non-moi, c'est une différence qu'on désigne par opposition à ce que je suis moi. Mais en général, ce qu'on recherche sur Internet, c'est comme quand on invite des gens à dîner, si vous voulez. C'est plutôt l'accord, l'assentiment, la communauté. La communauté. Et en amour aussi. En amour aussi, c'est intéressant, la question de l'amour sur Internet. Il y aurait 1000 débats, et j'espère qu'on les aura et qu'on pourra en parler, mais la question de l'amour sur Internet est une question redoutable aussi parce que quand on cherche quelqu'un sur Internet ou quand on veut rencontrer quelqu'un sur Internet, les critères sont la première chose qu'on dépose. Et forcément, on dit qui on est, on dit ce qu'on aime, et on voit si ça match ou pas. Or, quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un ailleurs qu'en ligne, quand on croise quelqu'un et qu'on s'éprend de cette personne-là, on est incapable de dire pourquoi on l'aime. Si la personne que vous aimez vous dites « mais pourquoi vous m'aimez ?» et que vous vous aventurez à répondre, à donner des raisons au sentiment que vous lui portez, c'est que honnêtement le sentiment bat de l'aile. On ne dit pas à quelqu'un « je t'aime parce que », ou alors on lui dit « je t'aime parce que c'est toi ». Mais quand on cherche quelqu'un sur Internet, on cherche quelqu'un selon des critères. L'amour est difficile sur Internet. La rencontre est facile, naturellement. Non, la rencontre elle-même est difficile, puisque finalement, qui rencontre-t-on quand on cherche quelqu'un selon des critères qui sont les nôtres? La rencontre est un péril, la rencontre est un risque. Un sentiment, c'est l'élection massive, indivise, injustifiée et injustifiable de quelqu'un d'autre. Or, sur Internet, ce n'est pas l'altérité qu'on recherche. Et le premier obstacle au sentiment en ligne, à mon avis, vient de cela. Vient de la facilité de rencontrer. Mais le problème, c'est que la rencontre elle-même est très rare. Oh, on voit plein de monde, mais il n'est pas dit qu'on rencontre autant de personnes qu'on en voit. J'ai plutôt tendance à penser le contraire. Et le paradoxe, vous voyez, tel que Nietzsche le pointe, c'est que, et puis, pour vous dire à quel point le XXIe siècle n'a rien de nouveau, il n'y a que les outils qui changent, je veux dire, il n'y a que le décor qui évolue. Mais enfin, les passions sont les mêmes, il faut arrêter de croire qu'on vit une époque singulière. C'est pas vrai. Les passions sont les mêmes, on n'a pas changé, on a juste d'autres outils pour les exprimer. Mais ce que pointe Nietzsche, son diagnostic, c'est de dire que la célébration de l'individu tout-puissant, l'individu qui fait grand cas de ce qu'il est, qui se magnifie lui-même, qui, par exemple, sur les réseaux sociaux, a tendance à trouver passionnant ce qui n'intéresse que lui. D'accord? En général, c'est bien souvent ce qu'on voit sur Facebook, vous avez des tas de gens qui trouvent exaltant, passionnant, ce qui n'a d'intérêt que pour eux. On trouve ça aussi en littérature aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Nietzsche pointe le fait que l'exaltation de l'individu n'est pas du tout contradictoire avec un phénomène de masse, avec la création des troupeaux, comme il dit. L'intuition de Nietzsche est la suivante. Plus vous vous prenez pour un être singulier, original, plus vous croyez que vous êtes différent des autres, plus vous avez en commun avec le monde entier le fait de croire cela. Personne ne ressemble plus à un mouton que celui qui, comme tout le monde, croit qu'il ne l'est pas. Ça, c'est la grande thèse de Nietzsche. Et c'est pour ça, si vous voulez, que il ne s'agit pas de défendre la philo ou de faire valoir la philo ou de dire que c'est utile, etc. Ce n'est pas ça l'enjeu.
Mais la philo n'a pas fait de progrès depuis Platon, parce que l'humanité n'a pas fait de progrès depuis Platon. Et si les outils dont on dispose sont toujours pertinents pour penser les phénomènes, des phénomènes apparemment nouveaux, c'est précisément parce que les philosophes n'ont fait que mettre des mots sur, encore une fois, des passions qui demeurent. Le simple fait que sur Internet, on assiste simultanément à une inflation du moi et à une uniformisation des décisions, des opinions, à une hypertrophie du sentiment que ce qui n'intéresse que moi est intéressant en soi, et en même temps à un affadissement mais total du discours, à un aplatissement du discours, ce simple fait-là, Nietzsche le décrit lui-même quand il parle de ces gens, vous savez, on en a forcément croisé, ces gens qui disent sur tel ou tel sujet « Oh, moi qui n'y connais rien, je peux vous en parler librement ». On connaît des gens qui font ça. On fait partie des gens qui font ça parfois. Alors, ça c'est extraordinaire parce qu'une personne qui vous dit « moi qui ne connais rien à ce sujet, je peux vous en parler librement », s'apprête à enfoncer une porte ouverte. S'apprête à avoir l'opinion la plus commune. C'est quand même extraordinaire de voir à quel point l'inculture produit l'uniformisation. Et à quel point on est peu singulier quand on croit qu'on est l'origine de ses pensées, l'origine de ses paroles, l'origine de ses actes. Autre thèse de Nietzsche, on est beaucoup plus libre quand on sait qu'on n'est pas libre que quand on croit qu'on l'est. La connaissance des mécanismes qui nous déterminent est un facteur de liberté bien supérieur au sentiment arrogant que je fais ce que je veux. Jamais dans la vie, je ne fais ce que je veux. Et si vous réfléchissez, je veux dire, dans la journée ou dans une vie, dans une journée ou dans une vie, trouvez un instant, une décision dont vous êtes l'origine radicale, qui n'est dictée par rien d'autre que par vous-même, c'est une utopie. Rien n'est plus conforme, rien n'est plus banal et rien n'est plus manipulable que le sentiment d'être l'origine de ses pensées et de ses décisions. C'est vous dire à quel point Internet n'a rien de neuf, mais se greffe à merveille sur le phénomène archi-classique de l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion. Il faut se réjouir de penser qu'on vit dans un système qui garantit à chacun l'expression de son opinion. Mais il faut aussi constater que le régime de l'opinion, ce n'est pas le régime de la singularité. Quand vous demandez leur opinion aux gens à la sortie d'un film, en général, quand ils voient arriver un micro et une caméra, qu'on est dans un système de micro-trottoir, les gens qui prennent la parole, se mettent immédiatement en situation de porte-parole des gens qui pensent tous comme eux. Vous n'avez plus affaire à un individu, vous avez affaire à monsieur tout le monde. C'est-à-dire monsieur tout le monde qui pense comme moi. L'expression d'une opinion n'est pas l'expression d'une individualité, c'est l'expression de la partie de nous-mêmes qui est la moins individuelle. C'est ce que nous avons de plus grégaire en nous, notre opinion. C'est la raison pour laquelle on fait si grand cas de notre opinion, alors que nos opinions n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce que vous pensez, on s'en fout. Et pareil, et je ne suis pas en train de vous donner mon opinion. Ce que nous pensons, nos petites amours, nos petites attaches, notre petit bulletin de vote ou notre petite existence ou nos photos de vacances, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt, parce que ça n'a d'intérêt que pour vous. Mais on le vit comme passionnant, et on le vit comme singularisant. Et c'est là qu'on se méprend. Et Internet accroît ce sentiment, démultiplie ce sentiment de façon stupéfiante. Par exemple, Twitter. On dit que Twitter est l'occasion de creuser des trajectoires singulières, des sillons singuliers dans la toile du web. Mais si vous envoyez un tweet, vous espérez quoi? Le retweet. Vous ne vivez que par la reconnaissance du message que vous avez envoyé. Je sais de quoi je parle. On n'est pas sérieux si on ne parle pas de ce qu'on connaît, si vous voulez, ou de ce qu'on vit. Quand vous envoyez un tweet, vous espérez le retweet. Alors si en plus vous êtes un peu public et que personne vous voyez ce que je veux dire, vous avez l'impression de mourir. Vous avez l'impression de disparaître. Vous avez l'impression de vous éteindre parce que la lumière du regard d'autrui a disparu. Voilà ce qui se passe sur Internet. Ce sont pas... Ce qui est en place, et c'est pour ça que j'avais intitulé ça « le vif du sujet ». Pourquoi le vif du sujet? Parce que le mot même de sujet désigne le fait d'être le sujet de ses actes, le sujet de sa vie, le sujet d'une phrase, mais désigne aussi la sujétion, la soumission. Le mot de sujet est pour ça formidable, parce qu'il vous met à la fois en situation d'être original, et en même temps exactement comme tout le monde. C'est comme votre carte d'identité. Le mot même d'identité est suspect. Votre identité, c'est ce que vous êtes et ce que l'autre n'est pas, et pourtant identique, c'est être identique à un autre. C'est pas de cette façon-là qu'on gagne sa singularité. C'est pas comme ça. Le seul biais par lequel on gagne sa singularité, c'est en pensant contre soi-même. Et en se servant, pour le coup, d'Internet pour faire passer des choses qui sont plus intéressantes ou plus importantes que soi.
Le paradoxe d'Internet, c'est que c'est un média qui nous donne enfin l'occasion de disparaître derrière ce qu'on raconte, quand il est bien utilisé. On assiste, vous connaissez ça, naturellement, à ce phénomène tout à fait remarquable des youtubeurs, qui ont pris le relais des blogueurs. Et les youtubeurs sont des esprits désintéressés. C'est étonnant. Ce sont des esprits désintéressés et ce sont des gens dont la probité philologique, dont le scrupule scientifique est considérable. Ce sont des gens qui sont pénétrés de l'importance de ce qu'ils font, qui ont conscience de l'enjeu que signifie le fait d'avoir un tel public et de s'adresser à tant de gens. Ce sont des gens qui accordent plus d'importance à ce qu'ils disent qu'au fait de le dire eux-mêmes. C'est à ça qu'on assiste. Je parle ici des youtubeurs scientifiques. Il y avait des images de Bruce Benhamran là, y penser. C'est exactement à ce genre d'individus, si vous voulez, qui sont enfin là, on est vraiment dans une individualité, dans une originalité. L'originalité vient du fait qu'on est allé chercher ailleurs qu'en soi-même quelque chose de plus intéressant, de plus large que soi-même. Alors que tout en Internet a tendance à nous centrer sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur rien. Le poisson-lune qu'on appelle moi, la bulle de savon qu'on interpose entre soi et la mort, si vous voulez, qui va éclater un jour ou l'autre et qu'on capitonne comme on peut en ligne, c'est pas marrant. C'est rien. Enfin si, c'est marrant, mais c'est tout, quoi. Y a mieux. Il y a mieux à faire de soi. On a mieux à faire de soi que de s'en tenir au moi. C'est aussi la raison pour laquelle Facebook, les réseaux sociaux, sont en dictature les pires ennemis et profondément libératoires. Le printemps arabe s'est fait sur Facebook. On est dans un espace libératoire quand on a une contrainte objective, quand on est dans un monde d'oppression. Mais quand on est en démocratie, Facebook, c'est le rêve des RG. Les renseignements généraux en ont rêvé, Facebook l'a fait. Voulez-vous avoir des informations sur quelqu'un? N'allez pas fouiller dans ses affaires, demandez-lui de raconter. Les gens sont tellement heureux de parler d'eux-mêmes que la meilleure façon de savoir quelque chose sur quelqu'un ou d'être indiscret, c'est de demander à quelqu'un de parler de lui. Et il suffit pour cela de retenir ce qu'il dit. C'est une phrase de Guitry que j'adore qui dit « Tu es indiscrète, tu retiens tout ce que je te dis ». Ben voilà, sur Facebook, l'indiscrétion, c'est ça. Pour le reste, on est dans une telle débauche, dans une telle livraison de soi-même, dans un tel renoncement à soi, au profit du petit moi, que du coup, les dialogues n'en sont pas. Et c'est ça le point important, peut-être la seule chose sérieuse que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est que, et pour vous dire à quel point les choses n'ont pas changé, nous sommes en démocratie, nous vivons en démocratie. C'est-à-dire que nous vivons dans un régime qui fait grand cas du débat. Et l'année électorale qui s'annonce va être une année de débat. On va avoir plein de débats. Sauf qu'on n'aura pas un seul débat. On en aura plein et il n'y en aura pas un. J'appelle débat, je pense que vous serez d'accord avec moi, un espace de confrontation loyale entre deux individus qui sont en désaccord, qui font usage de la rationalité pour essayer de convaincre l'autre, de l'emporter sur l'autre, mais d'abord de le convaincre. Et qui, par là même, faisant usage de rationalité, s'expose à la possibilité d'être convaincu par l'autre sans y voir là le sentiment d'être vaincu. Imaginez un débat où vous avez l'un qui dit « Monsieur Sarkozy, c'est vous qui avez raison », et l'autre lui répondrait « Mais non, Monsieur Hollande, c'est vous ». Imaginez une chose pareille. Moi, je voterai tout de suite pour un individu, un homme politique assez fort pour dire « Sur ce coup-là, j'ai eu tort, c'est l'autre qui a raison ». C'est admirable. Le problème, c'est qu'en démocratie, les hommes politiques sont les représentants de ceux qui pensent comme eux. Et donc, ils viennent décliner une ligne argumentative. Il ne s'agit pas d'employer la raison, il s'agit d'avoir raison de l'autre. On est là pour l'emporter sur autrui. On n'est pas là pour cheminer ensemble ou construire un objet commun. C'est en cela qu'il n'y a pas de débat. Il y a débat dans les dialogues socratiques, pas tous, mais certains. C'est-à-dire quand on part d'un point de départ et on arrive, et le point d'arrivée n'a rien à voir avec le point de départ. Entre-temps, on a cheminé parce qu'on s'est écouté. Et parce qu'on a recueilli l'un de l'autre un certain nombre d'arguments qui font qu'en se tenant la main, on a avancé. Or, le problème en démocratie, c'est qu'on tient l'humilité, qui suppose qu'on revienne sur son opinion, pour une faiblesse, alors que c'est exactement le contraire. Et Internet sublime, exacerbe une telle tendance. C'est très très compliqué d'avoir des débats sur Internet. Qu'est-ce que c'est qu'un forum ? Sinon, une série de crachats ou une série de caresses.
Et alors on compte les crachats et on compte les caresses. Je veux dire, c'est aussi ennuyeux que quelqu'un dont la conversation se réduirait à l'érection d'opinions péremptoires, dont il s'agirait de savoir si vous les partagez ou non. Vous savez, ces gens qui mesurent la qualité de leur interlocuteur au nombre de fois où ils sont d'accord avec eux. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas gagné. Ce qui se passe sur Internet et les réseaux sociaux ne sont pas un facteur de débat, pas uniquement. Et je voudrais finir là-dessus, je voudrais finir sur une intuition, si vous voulez, qui est que Nietzsche dit que jadis, le moi se cachait au milieu de la foule. Désormais, c'est la foule qui se cache dans le moi. L'ennemi, ce n'est pas les phénomènes de masse. L'ennemi, ce n'est pas les opinions qui prennent le pouvoir. L'ennemi, ce n'est pas le ressentiment qui veut que sur Internet comme ailleurs, on coupe les têtes qui dépassent. L'ennemi, ce n'est pas ça. L'ennemi, c'est la partie de moi-même qui relève du troupeau. C'est ce que j'ai en moi de plus ordinaire, de plus banal, de plus identifiable, de plus commun. Or, c'est paradoxalement cette partie-là de moi-même qui est exaltée en ligne et contre laquelle il faut se battre. On dit souvent qu'il faut penser par soi-même, mais penser par soi-même, c'est penser tout seul, et penser tout seul, c'est penser comme tout le monde. Il faut penser contre soi-même. On est sérieux que si on se fait à soi-même des objections. Montaigne dit qu'il n'est jamais si content de lui-même que quand il change d'avis, qu'il ne se sent jamais si fort que quand il est capable de changer d'avis. On ne voit pas ça en ligne, c'est très rare. Une vraie discussion où quelqu'un dit à l'autre « j'ai changé d'avis ». Vous vous rendez compte ? C'est ce moment merveilleux, cette épiphanie où un individu s'incline devant les arguments de l'autre. Ce moment-là, si rare. La rareté d'un tel moment est accrue par les phénomènes de masse tels qu'on les trouve en ligne. Et pour vous dire à quel point Internet n'a rien de nouveau, je terminerai en citant une phrase de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, sociologue. Et alors là, on n'est pas en 1882, on est en 1830. Écoutez ce qu'Alexis de Tocqueville dit de Twitter en 1830. Et arrêtons de croire qu'on vit dans un monde tout neuf. Dans les pays libres, dit Tocqueville, où la vie publique est incessamment mêlée à la vie privée, où le souverain est abordable de toutes parts, et où il ne s'agit que d'élever la voix pour arriver jusqu'à son oreille, on rencontre beaucoup plus de gens qui cherchent à spéculer sur ses faiblesses et à vivre aux dépens de ses passions que dans les monarchies absolues. Oh, ce n'est pas que les hommes y soient naturellement pires qu'ailleurs, mais la tentation y est plus forte et s'offre à plus de monde en même temps. Il en résulte un abaissement bien plus général dans les âmes. Avant de célébrer Internet, ou plus exactement, la meilleure façon de célébrer Internet, c'est de critiquer Internet. Merci de votre attention. Merci infiniment, Raphaël Enthoven. Restez avec nous. Et on va prendre un peu le temps de l'échange, si vous êtes d'accord, Raphaël. Alors n'hésitez pas à interpeller Raphaël Enthoven et réagir ou poser des questions. Je remets mon PowerPoint dans ma poche. Et n'hésitez pas à critiquer, donc, pour reprendre le dernier mot. Allez-y. Y a-t-il une question ? Oui, là-bas. Pardon. Vous parlez donc de critiquer vraiment Internet. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre Internet un peu à contre-pied de la fin du XXe siècle, où on était noyé d'une part dans le communisme, d'autre part dans la consommation de masse, et où justement il y avait ce besoin de faire ressortir cette individualité qu'on retrouve aujourd'hui avec Internet, qui serait par conséquent un instrument qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait, mais qui apporte un vrai... qui fait la balance en fait avec... C'est intéressant que le mot vous manque là. C'est intéressant que là, le mot vous manque, qui apporte un vrai quoi. Un contrepoids. Un quoi ? Un contrepoids. Un contrepoint, oui, mais... Qu'on ne maîtrise pas encore. Qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. Justement, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, les grandes idéologies avaient ceci de réconfortant qu'elles nous dispensaient de penser. Donc c'était sympa. On avait la Bible, le communisme, peu importe si vous voulez. On allait chercher ailleurs qu'en soi-même
des préceptes en vertu desquels, auxquels il suffisait d'obéir finalement pour trouver son chemin dans l'existence. Donc c'était pratique. Et puis, on était dispensé de chercher une cause plus large que soi-même, puisqu'on nous proposait d'emblée un horizon, qui en plus était l'horizon de la vérité, et qui plus est l'horizon du bien. Donc c'était génial. La défaite des idéologies sous les coups de boutoir de l'individualisme, ou à cause de la faiblesse des idéologies tout simplement, ou parce que l'homme n'est pas à la hauteur des fous furieux qui lui veulent tellement de bien, la grande défaite des idéologies fait que on assiste aujourd'hui, ça c'est très étonnant, à l'expression simultanée de la totalité des idéologies. La mise en spectacle de toutes les idéologies. Le communisme, le nazisme, le djihadisme. Vous avez une djihadosphère. Il y aura bientôt un Tinder djihadiste. Ce sera difficile de voir les visages. Mais bon, c'est très intéressant de voir à quel point le spectacle a pris le pouvoir, en fait. Alors, c'est marrant. Mais c'est fertile en idéologie aussi. C'est fertile en folie. C'est fertile en idéologie. C'est fertile en désir de croire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que quand on fait de la philo, et puis même, je crois, la meilleure façon de vivre son rapport au monde, c'est d'introduire du doute. C'est de penser contre soi-même. Or, Internet est l'expression tout entière de ce désir que l'on peut avoir justement de reconstituer des idéologies, de refabriquer des idéologies. Et pourtant, on est dans un espace horizontal. Il n'y a plus de micro. Je rebondirais juste sur, vous parliez du mot doute. Ouais. Justement, Internet, c'est un outil quand même qui permet aussi de s'affranchir des médias, la télé, les journaux. Voilà. Beaucoup dans le micro. C'est mieux comme ça. Internet, quand même, finalement, permet de s'affranchir donc, de ces médias traditionnels. Et c'est vrai, mais par exemple, il y a du bon et du mauvais. Alors, voilà, pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire que pour le meilleur, bien sûr, c'est un outil d'investigation formidable. Pour le pire, c'est le truc qui vous donne le sentiment que vous détenez la vérité que les puissants jusqu'ici vous dérobent. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est le complotiste, c'est l'inspecteur Gadget qui se prend pour Colombo. C'est celui qui croit faire de l'investigation, qui croit mener une enquête, qui croit rechercher, qui croit ne pas être dupe de ce qu'on lui montre, alors qu'en réalité, il est dupe du désir qu'il a de ne pas être dupe. Le type a oublié de se méfier de sa méfiance. Il a oublié de douter de son doute. Ça crée des tempéraments très intéressants, qui sont des tempéraments totalement théoriques, totalement dogmatiques, qui se vivent eux-mêmes comme des enquêteurs désintéressés. Alors, on a vu ce phénomène avec le 11 septembre, on l'a vu avec le 13 novembre, mais surtout, il y avait l'autre jour un débat, un type qui disait, moi, vous savez, pour ne pas me faire avoir sur Internet, à chaque fois que je tape un événement, je mets le mot complot à côté. Donc il dit 13 novembre, je mets complot à côté. Alors, en faisant ça, il s'inscrit précisément, il fait le tri, oui, c'est-à-dire qu'il enlève toute thèse qui ne serait pas celle du complot. Et on assiste à un nouveau dogme, déguisé en iconoclasme. Le sentiment qu'Internet peut donner, d'être capable, par ses propres moyens, de surmonter les apparences, et de savoir ce qu'il en est, et de savoir qui nous ment, et quand on nous ment, et comment ça se passe, ce sentiment-là est totalement grégaire, est totalement délétère. On est aux antipodes de l'esprit critique, c'est ça que je veux dire. Parce que l'esprit critique n'est jamais content de lui-même. Le problème d'un tel sentiment, c'est qu'il donne bonne conscience. Si vous avez bonne conscience, c'est que l'esprit critique n'est pas si près de vous qu'on le pense. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous répondre là-dessus. Une autre question juste derrière, voilà. Merci. Bonjour. Je trouve qu'il y a des généralisations assez importantes sur les gens qui sont sur Internet, en fait. On parlait de Star Wars tout à l'heure, vous parlez des gens qui sont sur Internet comme une sorte de troupe de clones, qui sont qu'une seule personne, en fait, finalement, qui vont bêtement suivre ce qu'on leur dit. Et ça pose une grosse question qui est légitime, en fait. À partir de quel moment quelqu'un qui va parler sur France Culture, par exemple, va être plus légitime que quelqu'un qui va parler sur Internet, en fait. Si la différence, c'est les études, aujourd'hui, on est dans un monde où on a accès à l'information très, très facilement. N'importe qui avec de la recherche, comme beaucoup de youtubeurs que je suis sûr beaucoup de personnes dans cette salle suivent, font des recherches et, comme vous parliez de y penser, par exemple, il ne dit pas des choses comme il le pense simplement parce qu'il le pense, en fait. C'est quelque chose qu'il a étudié. Il y a plein de choses dans ce que vous dites, mais pardon. Non, c'est bon, j'ai terminé.
Non, il y a plein de choses dans ce que vous dites. D'abord, France Culture YouTuber. Moi, j'ai eu une polémique quand j'étais sur France Culture, j'ai eu une polémique avec Durandal. Et le point de départ était très intéressant. Durandal fait un commentaire d'un film de Godard. Il dit Jean-Luc, faut retourne dans le formol, ou je sais plus quoi, un truc assez violent. Pourquoi on l'a sorti du formol? Tu fais la même chose que tous les connards sur Internet. Enfin bon. Jean-Luc, tu, formol, etc. Bon, vous savez, on m'a pas élevé comme ça m'énerve. J'aime pas ça. C'est pas parce que je suis à l'ancienne, c'est juste parce que je dis pas tu ni formol à qui que ce soit, de façon générale, quoi. Bon. Et surtout, ce qui était intéressant dans l'histoire, c'est que je déteste le cinéma de Godard. J'ai toujours détesté Godard, j'ai jamais tenu plus de 5 minutes. En DVD, je m'endors et au cinéma, je m'en vais. Okay, ça a toujours été comme ça. Donc, il me semblait intéressant pour le coup de l'attaquer là-dessus, parce que ça permettait de pointer le fait que j'attaquais les manières et pas le contenu. Je n'étais pas en train de défendre Godard. Donc, alors, j'attaque Durandal en disant « ce type est mal élevé, j'aime pas ses manières, surtout il est mal élevé, et puis il se vit comme marginal, il se vit comme iconoclaste, alors qu'il est derrière, enfin qu'il est porté lui-même par 200 000 followers. » Donc à ce compte-là, si vous voulez, la marginalité est plus tranquille. C'est pas tout à fait Robin des Bois non plus. Hein, il y a 200 000 personnes derrière lui. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est un phénomène de masse. Et donc je pointe le fait qu'un individu qui se vit comme audacieux est lui-même le héros d'une foule. Ce qui est très bien. Mais il faut accepter la critique quand on la porte. Durandal s'en prend à Godard. C'est passé tranquillement. Pourquoi? Parce que c'est Durandal et que c'est Godard. Donc c'est Godard, c'est l'établissement, c'est la culture officielle, c'est la culture d'État, c'est France Culture. Et puis en face, il y a le jeune Durandal, courageux, intrépide, avec son épée mal écrite, qui s'en prend à ses vieux mandarins. Bon, ça c'est une image d'Épinal. La réalité, c'est qu'il y a une foule de 200 000 personnes qui ne connaissent pas le cinéma de Godard, dirigée par un type qui n'aime pas le cinéma de Godard, qui s'en prend à un vieux monsieur qui ne peut pas se défendre face à ce genre d'attaque, et qui ensuite ne supporte pas qu'en retour, on les attaque de la même manière. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a assisté à un phénomène de masse, un phénomène ultra-grégaire, déguisé en iconoclasme. Et alors, si vous vous en prenez à Durandal, vous recevez des milliers de trucs, mais dans tous les sens. Des effets de masse, c'est des effets de boule de neige. On montre des muscles qui ne servent à rien. C'est très intéressant cette histoire parce que, justement, l'objet c'est quoi? C'est de retrouver de la singularité. Retrouver de la singularité, c'est échapper au procès d'intention. On a commencé par me dire « Oui, vous défendez Godard, c'est le cinéma de l'établissement. » Je dis « Écoutez, c'est embêtant parce que, franchement, s'il y a un truc que je ne peux pas faire, c'est défendre le cinéma de Godard. » Bon. Oui, vous êtes radio d'État, radio officielle. Je dis, écoutez, l'ORTF, c'est terminé. France Culture est un espace d'iconoclasme. On est en ligne pour une radio officielle. Je vous assure qu'il y a pire. Et si alors vous traitez les gens, mes petits camarades de radio officielle, je peux vous dire qu'ils ne vont pas aimer du tout, du tout. Il n'y a pas plus libertaire que France Culture. Il n'y a pas moins officiel ou moins désireux d'être officiel que mes camarades de France Culture. Donc ça prenait moins. Alors ensuite est venu le fameux procès de classe, où il y avait le pauvre Durandal attaqué par la bourgeoisie. Que savez-vous de ma vie, sinon ce que vous croyez en savoir? Et puis surtout, c'est l'ultime façon que l'on a de se faire passer, quand on est majoritaire, pour faible. Et là, pour le coup, pardon, je reparle de Nietzsche encore, c'était très étonnant. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche a cette intuition géniale. Il dit l'un des problèmes de la démocratie, c'est qu'en démocratie, on croit que le faible est bon et que le fort est méchant. C'est un des malentendus de la démocratie. Or, dit Nietzsche, le faible est beaucoup plus fort que le fort, à la façon dont une fourmilière est plus forte qu'un lion. Parce que, effectivement, le faible est plus nombreux. Et cette définition, ce qui est absolument remarquable, parce que le résultat de ça, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dissibles, une liberté de parole dont on vous prive, puisqu'on vous tape dessus. C'est un effet de censure. On ne veut pas que vous attaquiez Durandal. On vous interdit de le faire. Durandal, les véganes, les femmes de Laurent Baffy, les salafistes, le Front National, ils réagissent de la même manière, tous. C'est-à-dire ce sont des groupes constitués qui ne supportent pas qu'on les critique. Ils n'entendent pas la critique parce qu'ils se vivent eux-mêmes comme des critiques. Or, ce n'est pas des critiques, ce sont des productions d'idées communes.
Ce sont des productions d'idées générales. Et le devoir d'un prof de philo, c'est de prendre une idée générale et d'essayer de voir ce qu'il y a de général et ce qui peut être sauvé dedans, si vous voulez. Donc, je n'ai fait ici que mon travail. Mais le nombre de procès d'intention qu'on vous fait sur Internet pour échapper à ce que vous dites, pour ne pas entendre ce que vous dites, l'objet, c'est de créer les conditions d'un dialogue. Créer les conditions d'un dialogue. Pour créer les conditions d'un dialogue, si quelqu'un vient vous voir et vous met un pain, avant d'entamer la discussion, vous lui rendez un pain. Bah, c'est normal. On discute plus facilement avec celui à qui on rend un pain qu'avec celui en face de qui on tend l'autre joue. La discussion est plus possible quand vous recevez un pain, vous donnez un pain, puis après on s'assoit et on discute. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Sauf que celui qui vous met un pain, en l'occurrence, étant le faible, le peuple, le YouTube, l'iconoclaste, le champion, le héros, le singulier, l'original, eh bien celui-là, il est sacré. Celui-là, on n'a pas le droit d'y toucher. Il y a une espèce d'impunité extraordinaire sur Internet. C'est étonnant à quel point les destructeurs sont eux-mêmes fragiles. C'est fou. C'est fou. C'est un phénomène que j'ai... Et c'est ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est qu'on croit qu'on est originaux, on croit qu'on est seul de notre camp, et puis qu'est-ce qu'on a derrière? En fait, on a une masse. On a une masse qui vous demande juste de penser comme vous le faites. Alors, je veux dire, réduire Internet à l'arme du pauvre contre le méchant bourgeois qui veut l'aliéner et l'exploiter, je crois, c'est très exactement se mettre des œillères à l'instant où on croit voir mieux que les autres. Voilà. C'est plus compliqué. Si je peux me permettre juste de... Oui, monsieur. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Si je peux me permettre juste de rebondir, vous attaquez ça sous l'angle du complot, du grand méchant établissement et du petit... C'est comme ça qu'on m'a attaqué. Oui, peut-être, mais moi je le vois sous un angle différent. Et c'est encore la question de la légitimité. Ouais. Pourquoi il n'est pas plus légitime que quelqu'un d'autre, que l'établissement, justement? Pourquoi sa critique envers Godard... Mais elle est tout à fait légitime. La meilleure preuve qu'il est légitime, c'est que je le critique. Bah non, La meilleure preuve qu'il est légitime, c'est que je l'attaque, justement. Celui qui n'est pas légitime, c'est celui à qui vous négligez de répondre. La meilleure preuve qu'on a affaire à quelqu'un de légitime, parce qu'il représente beaucoup de monde, c'est qu'on prend ses opinions suffisamment au sérieux pour lui taper dessus. Votre attaque, c'est justement de dire qu'il n'est pas légitime. Ah non, mon attaque n'était pas de dire qu'il n'était pas légitime. Mon attaque n'était pas de dire que... C'est pas ça. Mon attaque n'était pas un procès en compétence. Mon attaque est un procès en civilité. J'aime pas ses manières. C'est pas la même chose. Le type, d'ailleurs, Timothy Fontaine, il s'appelle Durandal, assistant, réalisateur, tout à fait compétent. Il sait des tas de trucs que j'ignore complètement sur le cinéma. Je ne l'attaquais pas sur le régime de la compétence. Il a le droit de détester Godard et on se retrouve là-dessus. Je ne l'attaquais pas sur le système des compétences. Moi, c'est pas ça mon problème. Je les ai pas, les compétences. En revanche, je l'attaque sur la civilité. J'aime pas qu'on parle comme ça des gens. J'ai le droit de ne pas aimer qu'on parle comme ça des gens, et c'est pas parce que je dis à quelqu'un que j'aime pas la façon dont il parle d'un vieillard, par ailleurs éminemment respectable, et qui a quand même une certaine importance, et qui a quand même fait des choses considérables, c'est pas parce que j'aime pas qu'on parle de cette façon-là à un type que j'essaie d'écraser, que l'établissement, par mon intermédiaire, essaie d'écraser la voix courageuse d'un jeune Robin des Bois qui aurait enfin la liberté de s'exprimer grâce à ce nouveau média. C'est pas vrai. C'est trop simple. Pardon, hein, c'est pas contre vous que je m'énerve, mais cette histoire m'énerve. C'est trop simple. C'est trop simple. On n'a pas le droit on n'a pas le droit d'avoir. Internet est trop complexe pour qu'on le traite de façon binaire. Et encore une fois, c'est pas à vous que je parle. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, on est d'accord là-dessus. C'est cool. Raphaël, merci beaucoup. Merci à vous. Vous allez rester avec nous. Oui.